Alors, bonjour à tous les participants, y compris à ceux qui se sont joints à nous en cours de vidéo. Et vous avez été très nombreux à répondre à notre invitation, malgré la déception que la pandémie nous inflige, c'est-à-dire de ne pas nous voir en réalité. Mais cette contrainte a tout de même un bon côté, c'est que nous pouvons accueillir des participants qui sont géographiquement bien loin de Paris, puisqu'ils sont au Québec, en Guyane, aux Antilles, à La Réunion et dans plusieurs pays européens. C'est bien la première fois que nous pouvons tenir un colloque en direct avec eux et nous nous en réjouissons. Je veux également remercier tous nos intervenants d'avoir accepté notre invitation et d'être présents pour enrichir et partager notre réflexion de toujours. Alors, il faut quand même remercier aussi, bien qu'on ne le voit pas, Jean-Robert Domas qui maîtrise la technique dans l'ombre. Nous avons essayé de reconstituer autant que faire se peut les conditions d'un colloque normal, c'est-à-dire qu'après chaque table ronde auront lieu des échanges entre nous, c'est-à-dire la salle et les intervenants. Vous pourrez poser vos questions en levant la main, c'est-à-dire pratiquement en appuyant sur l'icône questions-réponses où vous pourrez lever la main. Je vous rappelle que les interventions et les débats sont enregistrés et seront consultables en podcast sur notre site egal.eu. Alors venons-en au sujet de ce colloque. Pourquoi s'interroger sur la liberté de conscience en Europe? Eh bien, pour trois raisons majeures. D'abord, parce que cette liberté de conscience est de moins en moins prise en considération, malgré les textes juridiques qui la citent comme un droit fondamental. La Convention européenne des droits de l'homme et la Charte des droits fondamentaux mentionnent la liberté de pensée, de conscience et de religion. Pourtant, la vision anglo-saxonne reste prédominante en Europe et elle met en avant la liberté religieuse, c'est-à-dire qu'elle privilégie les religions et ignore les athées, agnostiques et indifférents. Il faut rappeler que ces trois catégories, athées, agnostiques et indifférents, sont majoritaires dans plusieurs pays européens, dont la France. Je veux, à ce propos, partager avec vous un événement assez positif dont nous nous réjouissons à égal. Pour la première fois depuis des années, nous devrions voir mentionner la liberté de conscience dans le compte-rendu de la dernière réunion avec la Commission européenne et les représentants des cultes et des associations non confessionnelles. Ce serait la première fois depuis des années, car jusque-là, on nous répondait que la liberté de religion et de croyance concernait aussi les personnes qui n'avaient pas de religion. Évidemment, nous récusions sans cesse cette interprétation biaisée, on peut dire, mais il semble que nous commencions maintenant à être entendus. Donc ça, la première raison, c'était parce que la liberté de conscience était oubliée. Je reviens sur la deuxième raison de ce colloque. La liberté de conscience, pour exister pleinement, doit être garantie par les autorités politiques, mais aussi respectée par les citoyens eux-mêmes. Ce deuxième aspect est aussi souvent négligé, alors qu'il pèse lourd dans nos sociétés, en particulier sur ceux qui subissent les pressions de leur entourage ou des réseaux sociaux pour appliquer les règles d'un rigorisme religieux qui ne les concerne pas. Des voix s'élèvent parmi les intellectuels et les politiques pour légitimer cette dictature du groupe sur les individus. Et ce faisant, ce sont les droits individuels qu'ils combattent directement. Les plus nombreux à subir ces pressions sont nos concitoyens de culture musulmane, croyants et non croyants, qui récusent la pratique rigoriste imposée par les salafistes et les frères musulmans, entre autres. Des cas moins fréquents peuvent se rencontrer aussi dans d'autres groupes sociaux et d'autres religions. Et enfin, troisième raison, parce que la séparation des religions et de l'État, qui est garante de la liberté de conscience, n'est pas en vigueur dans tous les pays de l'Union européenne, ce que demande le réseau laïque européen. Il existe encore des religions officiellement reconnues ou instituées ou qui bénéficient de privilèges, ce qui installe mécaniquement une différence entre les citoyens selon qu'ils observent ou pas un des cultes officiels. Il est à noter, et je vous le rappelle parce que je l'ai déjà dit, mais vous ne le savez peut-être pas tous, que la Suède et la Norvège ont renoncé à l'institutionnalisation d'une religion en prononçant la séparation par respect de l'égalité entre tous les citoyens. La première table ronde approfondira le concept de liberté de conscience, les conditions de son exercice, comme les écueils qu'elle rencontre, comme son instrumentalisation ou sa méconnaissance. Je laisse aux animateurs des deux tables rondes le soin de présenter plus précisément chaque intervenant.
La seconde table ronde nous permettra de faire un tour d'horizon de la situation de la liberté de conscience dans certains États membres de l'Union, dans les institutions européennes, grâce à nos partenaires du réseau laïque qui sont présents, qui nous apporteront des informations sur leur pays. Et donc, nous n'aurons pas Madame Sicurel, députée européenne, mais Véronique de Keyser, ancienne députée européenne, pourra peut-être apporter des informations sur le Parlement. Le secrétaire d'État aux Affaires européennes, Clément Beaune, nous a dit peut-être intervenir. Nous n'en sommes pas sûrs à l'heure qu'il est, donc ce sera peut-être une surprise, mais je ne peux pas garantir que nous l'entendrons tout à l'heure. Et enfin, Françoise Laborde, présidente d'Égal, conclura ce colloque avec peut-être quelques pistes pour l'action laïque à venir. Nous apporterons dès demain des éléments de réflexion évoqués ici sur la plateforme pour l'avenir de l'Europe qui est mise en place par la Commission européenne. Enfin, une autre précision, nous devrons terminer à 18 heures précises pour des raisons techniques, donc je recommande à tous d'être rigoureux sur leur temps d'intervention. Et je passe la parole à Bernard Ferrand pour la première table ronde. Merci Martine, vous m'entendez? Est-ce que c'est satisfaisant? Parfait. J'ai pour honneur d'animer cette table ronde qui portera donc sur, permettra de préciser en tout cas la notion de liberté de conscience, de rappeler les circonstances de son apparition, de présenter le droit qui la concerne et in fine, d'analyser son instrumentalisation. Je rappelle la règle pour les 4 intervenants que je vais avoir le plaisir de présenter dans quelques instants. 10 minutes, c'est court pour chaque intervenant, et 20 minutes de débat à l'issue des interventions. Je tenterai ou je vais tenter d'être un maître des horloges bienveillant. Les 2 premières interventions sont confiées à des universitaires reconnus, les 2 suivantes à des membres d'Égal qui, à divers titres, ont été confrontés aux enjeux de la liberté de conscience. Alors, il s'agit pour les participants du professeur Dominique Avon, que je salue. Je le vois à l'écran, donc je suis bien sûr qu'il est là, parce que tout à l'heure, on se posait des questions sur les uns ou les autres. Juliette Grange, dont j'ai vu qu'elle avait quelques problèmes avec l'image, mais pas avec le son. Elle est là. Apparemment, il y a toujours des problèmes de son. Mireille Rodet, qui est à l'image et que nous entendrons tout à l'heure, et également Anne Salzer, qui clôturera cette table ronde. D'abord, vous, Dominique Avon, vous êtes universitaire et historien, spécialiste de l'époque contemporaine, directeur d'études à l'École pratique des hautes études. Vous appartenez à la 5e section sciences religieuses et vous êtes membre du groupe Société, Religion, Laïcité. Vous avez été maître de conférence à l'université de Montpellier 3, qui m'est cher, puis professeur à l'université du Maine, au Mans, je crois que vous l'êtes encore. Vous êtes un enseignant qui a beaucoup voyagé, puisque vous avez été enseignant en Égypte, au Liban, aux États-Unis, en Belgique, en Italie et au Canada. Si vous n'avez pas oublié de pays, mais peut-être qu'il y en a d'autres. Vous avez édité ou coédité une vingtaine d'ouvrages, dont celui qui a attiré toute notre attention, La liberté de conscience, histoire d'une notion et d'un droit. Vous nous proposez d'intervenir sur le thème, je cite, la liberté de conscience, un droit universel, fragilisé mais résilient. En effet, contrairement à ce que certains auraient pu penser de la liberté de conscience lors de sa consécration au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, ce droit individuel n'est jamais acquis, mais toujours à défendre, comme beaucoup de droits d'ailleurs. Vous allez nous administrer la preuve qu'il y a encore beaucoup à faire. Je vous donne la parole. Et n'oubliez pas d'ouvrir le pictogramme, parce que sinon on ne vous entendra pas. Merci, Monsieur le Vice-président. J'espère que vous m'entendez bien. Voilà, parfait. Cher Richard Davy, je suis ravi d'intervenir dans le cadre de ce colloque. Je vous remercie pour votre invitation. Comme l'a dit le président Gérard Larcher, il y a une différence essentielle entre liberté de conscience et liberté de religion. La première est un droit d'abord individuel. Le second est un droit individuel et collectif parce qu'on ne fait pas religion tout seul.
Donc la dimension et la tension entre le collectif et l'individuel est au centre de ce qui nous préoccupe. La notion de liberté de conscience apparaît au XVIe siècle dans la partie ouest du continent eurasiatique, au moment où la chrétienté latine se divise. On en trouve un usage sous la plume de Luther, Gewissensfreiheit, mais à ce moment-là, son acception n'est pas celle que nous lui avons donnée. Elle signifie essentiellement liberté religieuse ou liberté de culte. Elle s'inscrit néanmoins dans un contexte heurté, violent, celui des guerres de religion, et celui de la distinction progressive, mais pas linéaire, entre sujets et fidèles vis-à-vis d'une autorité politique. L'acception que nous lui donnons, elle apparaît au XVIIIe siècle, en Europe continentale, et la distinction entre le milieu anglo-saxon et le milieu de l'Europe continentale est absolument essentielle. Elle a déjà été évoquée par Martin Cerf. Donc, il s'agit ici de promouvoir un droit de croire et de ne pas croire, que l'on retrouve par exemple sous la plume de Jean Barbeyrac, qui est un juriste né à Béziers et qui enseigne à l'Université de Lausanne, et par d'autres juristes ou philosophes, Émeric de Valtel, Burlamaqui ou encore le chevalier de Jaucourt. Si vous lisez l'encyclopédie, la plupart des articles qui concernent notre sujet d'intérêt sont écrits par le chevalier de Jaucourt, qui fait référence à ces auteurs dont j'ai parlé. Alors, ce qui est remarquable, c'est que dans les textes les plus importants de la fin du XVIIIe siècle, que ce soit la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, que ce soit la Déclaration d'indépendance des États-Unis, les constitutions états-uniennes, le terme de liberté, la notion de liberté de conscience n'apparaît pas. Dans l'article 10, vous avez bien entendu le président Gérard Larcher, la notion même n'apparaît pas, même si le contenu s'y trouve. Et en lien avec cette notion, sont développées une série de prises de position qui amènent au cours du XIXe siècle à l'adoption, cette fois-ci en toutes lettres, dans des constitutions, dans des lois, de ce droit de liberté de conscience. Différentes constitutions européennes au cours du XIXe siècle et en France, la loi de 1905. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est au cours du XIXe siècle, la traduction dans des langues non européennes, je pense au russe à la fin du XVIIIe siècle, à l'arabe à la fin du XIXe siècle, de cette notion de liberté de conscience avec l'acception contemporaine qui lui est donnée. Au tout début du XXe siècle, un débat public a lieu entre un savant égyptien, Mohamed Abdou, et un Levantin venu en Égypte où l'air y est plus libre, plus respirable, au sujet de cette possibilité de pouvoir croire ce que l'on veut ou de ne pas croire et d'avoir une protection de l'État en tant que citoyen et en tant que sujet. Néanmoins, l'expansion de cette notion et de ce droit tout au long du XIXe siècle s'est heurtée à plusieurs oppositions. Je les regroupe sous trois catégories. Une première opposition au sujet de la dénonciation de la violence révolutionnaire et de l'impossibilité de reconnaître des droits à l'erreur. Cette position est tenue tout au long du XIXe siècle par le magistère de l'Église catholique. Vous lisez l'encyclique Mirarivos en 1832 et vous avez l'expression de liberté de conscience assimilée à un des livres. Deuxième type d'opposition, un rejet au nom de la dénonciation de la violence et de la domination coloniale, avec l'idée que ces droits-là ne sont pas nôtres, ils nous sont imposés par les puissances coloniales et en particulier par la puissance française. On retrouve cette prise de position dans certains milieux musulmans, puisque la France a un empire colonial qui domine des populations musulmanes importantes, mais également pour ce qui est de la Grande-Bretagne en milieu hindou ou hindou-musulman. Et puis le troisième type d'opposition au XIXe siècle, c'est le rejet des libertés formelles au nom des libertés réelles. Il s'agit d'affirmer ici que sans moyens pratiques pour pouvoir exercer ces libertés, les libertés formelles n'ont pas de sens, pas de contenu effectif. Néanmoins, en dépit de ces freins, la liberté de conscience comme notion et comme droit s'étendent à l'échelle de l'univers dans différentes cultures. Et c'est cette phase de première mondialisation qui est extrêmement importante. Un coup d'arrêt est porté au moment de la Première Guerre mondiale. D'abord, dans le contexte de la Première Guerre mondiale, les libertés individuelles sont limitées au nom de la défense nationale et du renforcement du contrôle de l'État. Le deuxième élément ici, c'est une crise de confiance dans la capacité de l'homme à prendre en main ses destinées pour orienter vers l'avenir
l'humanité vers un avenir plus radieux. C'est ce qui explique qu'au lendemain de la Première Guerre mondiale se dessinent et se constituent des régimes antilibéraux que sont par exemple la Russie soviétique, l'Italie fasciste et plus tard l'Allemagne nazie. Un consensus autour de ces libertés individuelles émerge à nouveau au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. C'est dans ce cadre qu'est adoptée la Déclaration universelle des droits de l'homme avec l'article 18 qui est repris mot à mot par l'article 9 de la Convention européenne des droits de l'homme. Il n'y a eu aucun vote contre en décembre 1948 lorsque cette Déclaration universelle des droits de l'homme a été adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies. C'est très important. Il y a eu quelques abstentions néanmoins. Ces abstentions étaient motivées par les refus suivants. Le refus de la promotion de l'individu et de ses droits par rapport à l'État. Ça, ce sont des régimes communistes qui se sont opposés, mais ils n'ont pas voté contre, ils se sont abstenus. Le refus d'une loi ou d'un droit porté par des hommes au nom des hommes, opposé à un droit porté par des hommes au nom de Dieu. Et là, nous avons l'Arabie saoudite, par exemple, qui s'est abstenue, mais qui n'a pas voté contre au moment de cette adoption de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Cette abstention, mais sans opposition formelle, a permis le développement de cette notion et l'adoption dans le pacte international relatif aux droits civils et politiques en 1966 et l'adhésion de la plupart des pays qui se sont constitués ensuite. En 1948, il y a une cinquantaine d'États. Une vingtaine d'années plus tard, ils sont 3 fois plus nombreux et aujourd'hui 4 fois plus nombreux qui ont adhéré à ces principes des droits de l'homme. Alors, parmi les changements importants de ces années 40, 50 et du début des années 60, la position du magistère de l'Église catholique ou de certaines églises protestantes, vous avez évoqué le cas de la Suède et de la Norvège, mais le changement intervient dès ce moment-là, avec une ouverture à cette possibilité de la reconnaissance d'une société plurielle en droit. Pour le magistère de l'Église catholique, 3 temps sont intéressants. Le premier temps, c'est le discours de Noël du pape Pie XII, le 25 décembre 1944. Au milieu des années 50, le même pape Pie XII prononce un discours devant des juristes italiens et il met à distance l'idéal d'une société intégralement catholique. Et puis le troisième temps, c'est au terme du Concile Vatican II, l'adoption de la Déclaration sur la liberté religieuse qui prend acte que ce n'est plus une question de défense du droit de la vérité face à un droit à l'erreur ou un refus de droit à l'erreur, mais que c'est un droit qui est posé sur chaque être humain au nom de sa dignité. Et là, il y a un changement extrêmement important au sein du magistère de l'Église catholique. Alors pourquoi, depuis 50 ans, ce droit, et ce sera le dernier temps de mon intervention, pourquoi, depuis 50 ans, ce droit est remis en question et par quels moyens, avec quels arguments? Il semblait en effet au milieu des années 60 et à la fin même des années 60 que l'acquis était garanti et cet acquis ne l'est finalement pas. Je vais donner quelques exemples. Du point de vue de régime marxiste, l'affirmation de l'autorité de l'État face aux individus a été très très forte. Prenons l'exemple de la Chine communiste. À la fin des années 60, la révolution culturelle en Chine vise à éradiquer toute forme religieuse. Donc ici, c'est un combat contre toute forme religieuse avec la volonté de faire disparaître cette réalité sociale. Au bout d'une dizaine d'années, les responsables du Parti communiste chinois se rendent compte qu'ils ont échoué et plutôt que de tendre à éradiquer toutes les forces religieuses, toutes les expressions religieuses, ils vont chercher à les contrôler. Et c'est ce qu'ils parviennent à faire aujourd'hui avec des moyens de communication et un contrôle des moyens de communication et surtout une force du Parti communiste chinois qui est considérable. Deuxième exemple, un exemple qui vise à prendre un peu de distance vis-à-vis de ce rapport uniquement liberté religieuse, liberté de conscience, c'est l'ethnicisation du religieux. Le cas indien est très instructif de ce point de vue. Le cas indien, en effet, permet de mettre en évidence qu'un État qui, en 1948, avait adhéré sans problème à la Déclaration universelle des droits de l'homme, a, sous l'impulsion d'un mouvement nationaliste hindou, le projet d'ethniciser l'hindouisme, c'est-à-dire de considérer que l'hindouisme est rattaché
à une identité raciale indienne et donc à procéder à des mesures de réhindouisation de musulmans ou de chrétiens indiens, mais qui, du fait de leur patronyme, sont considérés comme ethniquement hindous. Troisième exemple, c'est celui des cas d'États majoritairement musulmans ou à référence musulmane. Alors, ça a été évoqué par Martin Cerf, et nous avons ici quelque chose d'extrêmement important, parce que l'organisation de la conférence islamique, qui représente 57 États dans le monde, plus la Ligue islamique mondiale, qui agit dans différents réseaux comme une force de lobby, sont l'une et l'autre des institutions qui ont été créées par l'Arabie saoudite, celle qui précisément s'était abstenue au moment de la déclaration, du vote sur la Déclaration universelle des droits de l'homme. Quels sont leurs arguments? Leurs arguments consistent à dire qu'il y a des droits de l'homme au nom des hommes qui ne peuvent pas prévaloir sur des droits de l'homme au nom de Dieu. Et nous avons, en 1981 à l'UNESCO, en 1983 à Dhaka, en 1990 au Caire, l'adoption de déclaration des droits de l'homme en islam. L'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme en islam du Caire consiste à affirmer que la religion de l'innéité, de ce qui est inné, est l'islam, et que toute personne qui utiliserait la pauvreté ou l'ignorance d'un homme considéré comme a priori musulman n'a pas le droit de le faire pour le faire changer de religion ou de conviction. Alors, les États à référence musulmane ne s'opposent pas absolument à la Déclaration universelle des droits de l'homme, mais sous la poussée des hommes de religion qui s'inscrivent dans cette perspective-là, cherchent à l'évider de son contenu avec trois outils. D'abord, faire prévaloir des droits collectifs sur les droits individuels. Ça, c'est un élément très important. Ensuite, opposer la liberté religieuse au sens d'une liberté de quelque culte reconnu sur la liberté de conscience. C'est ce qui a déjà été évoqué et nous le voyons, par exemple, en Égypte, vous pouvez être un citoyen égyptien musulman, juif ou chrétien, mais en aucun cas athée, bouddhiste, hindou ou bahaï. Donc ça, c'est le primat d'une liberté religieuse limitée face à la liberté de conscience. Et enfin, troisième outil qui sont utilisés par ces États ou ces organisations, c'est renforcer un arsenal législatif contre le blasphème ou, avec d'autres formules, l'atteinte aux religions ou le dénigrement des religions. Ces outils-là sont transposés par des organisations, par des associations, dans le cadre européen. Et ils le font par trois biais. Le biais du droit des minorités, on l'a vu notamment au moment de la conférence de Vienne en 1993. C'est une action qui a suscité une mobilisation assez large. Le deuxième biais, c'est celui de la contestation de l'universalité de certains droits. Donc, au nom de la différence culturelle, il s'agit de dire ces droits ne sont pas universels. Et quand un musulman comme Mahmoud Mohamed Taha défend l'universalité de ces droits, eh bien, il est accusé de blasphème, il est arrêté et il a été exécuté à Khartoum en 1985. C'est très, très important comme moment, celui-ci, puisqu'on voit des acteurs musulmans défendre l'universalité de certains droits et être remis en question du point de vue de leur identité religieuse musulmane. Enfin, par le biais de la critique de ceux qui ont bénéficié de ces droits. Le résultat, et j'en termine, le résultat, c'est que nous avons donc un droit qui s'est constitué petit à petit, de manière non linéaire, qui est né dans un espace et un lieu donné, mais qui s'est étendu aux frontières de l'humanité et qui, depuis un demi-siècle, avec différents arguments, est contesté. Et c'est ce dont nous parlerons, je pense, dans la suite des interventions de cette table ronde. Je vous remercie. Merci, professeur Avon. Votre exposé brillant va susciter des questions, mais à la fin de nos 4 interventions, nous avons choisi de bloquer les 4 interventions et puis ensuite de pouvoir discuter ensemble le cas échéant. Je voudrais faire appel à Juliette Grange, que je ne vois pas à l'écran. En tout cas, vous êtes agrégé de philosophie, docteur d'État et professeur à l'Université François Rabelais de Tours. Vous êtes chercheur à l'ICD.
Et vous êtes spécialiste de la pensée française du 19e siècle. Vous avez consacré votre thèse à Auguste Comte. Vous êtes auteur d'éditions critiques en format de poste des textes de Comte, mais aussi de Saint-Simon. Vous vous intéressez à l'articulation entre sciences et politique, au mouvement de sécularisation et à l'apparition des sciences humaines. Je ne sais pas si je suis pas particulièrement confus parce que synthétique, mais vous m'en excuserez, je l'espère. Sur cette base, nous attendons votre approche de la liberté de conscience et on va essayer de résoudre entre-temps le petit problème technique qui est en train de se poser. Je vous en prie. Merci beaucoup, merci. En fait, je m'appuie pour cet exposé plutôt sur un essai de philosophie politique contemporaine qui s'appelle « Les néoconservateurs » que j'ai fait paraître il y a quelques années. Et donc, je vais m'interroger sur la notion de liberté de conscience en partant de son utilisation idéologique ou de son instrumentalisation récente dans des mouvements réactionnaires, néoconservateurs entre autres. Alors, à titre d'exemple, pour entrer dans le titre du vif du sujet, j'indiquerai donc qu'en Italie, en Europe centrale et dans une moindre mesure en France, de manière directe ou indirecte, malgré des lois autorisant l'IVG, il peut être difficile d'avorter dans les délais. En Italie, en effet, 70% des médecins recourent à la clause de conscience ou bien des chefs de service rendent compliquées les consultations post- ou pré-avortement et imposent ce point de vue à leur personnel. Les médecins pratiquant l'IVG sont âgés, les formations à l'acte absentes ou optionnelles dans les études médicales. En fait, si j'en crois l'interview du Dr. Michele Mariano dans Télérama du 4 mars 2020, c'est un gynécologue italien, les médecins sont peu nombreux à avoir réellement des objections morales ou religieuses, mais ils soignent leur réputation. Pratiquer l'IVG, cela peut nuire à une carrière. Ce sont de toute façon des actes mal rétribués et peu valorisés. Donc, c'est dans un contexte de recherche d'influence et de formatage de l'opinion par des groupes activistes qui imposent, qui viennent soit du catholicisme intransigeant, soit de l'évangélisme, en tout cas en Amérique latine, soit d'autres sensibilités religieuses ou politiques. Donc, qu'en Italie, la pilule contraceptive n'est plus remboursée depuis 2015. Les financements régionaux qui vont essentiellement souvent à l'hôpital catholique, donc, amènent les femmes à rencontrer de très grandes difficultés pour avorter. Les campagnes d'opinion se font généralement sur Internet avec des photos de fœtus sanglants dans des poubelles, par exemple, des enterrements d'embryons, des récits fictifs de la grande souffrance des femmes qui ont avorté, etc. En France, aujourd'hui, de nombreuses équipes médicales restent engagées et pratiquent l'IVG, mais elles sont de moins en moins nombreuses. Donc, avec plus ou moins de succès, les mêmes instrumentalisations de la clause de conscience s'activent. On peut citer le projet de loi d'Emmanuel Ménard en 2020, intitulé « Pour la liberté de conscience », qui donc proposait que les professionnels au sens large, travaillant directement ou indirectement à la PMA, puissent objecter. Donc, ma question est, la belle notion de liberté de conscience est-elle ici dévoyée? Par quelle voie et comment? La même élue, d'ailleurs, a proposé de réécrire l'article 1 de la loi 1905 dans le même contexte et a proposé, citation, « l'État français, fort de son héritage chrétien, assure la liberté de culte et la liberté de conscience ». Fin de citation, ceci en janvier 2021. Donc, tous les mots ici comptent, bien sûr. L'État français, ça n'est pas la République. L'article 1 de la loi 1905, c'est « la République assure la liberté de conscience ». Donc, c'est la République et non l'État qui garantit la liberté. Donc, tout ceci montre que nous sommes dans le cadre d'un extrémisme de droite qui donc agit en utilisant cette notion. Il y a d'autres tentatives d'appel à la clause de conscience en France. Il y a eu en 2013 le refus de célébration de mariage de couples du même sexe. Des maires ou adjoints ont invoqué l'atteinte supposée à leur liberté de conscience. Il y a eu aussi un mouvement chez les pharmaciens. Certains voulaient donc ne plus vendre de contraceptifs ou de pilules du lendemain, toujours au nom de la liberté de conscience. Demande refusée par le Conseil constitutionnel.
Seuls les médecins ont une double clause de conscience en droit français. Ces clauses ont été nécessaires en 1975 pour faire accepter l'IVG. En fait, un pharmacien ou un maire n'engage pas leur personne dans la célébration d'un mariage ou dans la vente d'un médicament, mais c'est le cas dans l'ordre thérapeutique, dans le travail du médecin. Alors, quel est le but de cette instrumentalisation? Comment opère-t-elle? Alors, il y a deux principaux buts idéologiques. Le premier, c'est la subsidiarisation du système juridique à la loi religieuse. La conviction religieuse devrait prévaloir sur la loi, qu'il s'agisse d'une loi d'un État national ou des directives européennes. Donc, il ne s'agit pas, ou rarement, et c'est là la difficulté, de convictions individuelles qui seraient des exceptions, mais il s'agit d'un mouvement politique concerté qui entreprend une campagne idéologique qui produit aussi des éléments théoriques, y compris en philosophie. L'étape suivante auquel ce mouvement prétend préparer, espérons qu'il n'y parvienne pas, c'est l'interdiction de l'IVG, comme c'est le cas en Pologne. Le cas de figure est délicat car la clause de conscience, ici, est le cheval de Troie de légitimation d'ordre concurrent à l'ordre juridique, généralement religieux. Cependant, il y a des médecins qui véritablement objectent pour des convictions sincères qu'il convient de respecter. Donc, c'est assez délicat, même si ces personnes ne sont pas la majorité. Donc, ça, c'est le premier but idéologique, amené à considérer qu'il faut faire triompher la loi religieuse ou les convictions religieuses et rendre secondaire le système juridique et l'ensemble législatif. Le deuxième but, c'est la confusion entre la liberté de conscience et la liberté de religion. La liberté de religion et de culte, alors, dans le cadre de ces mouvements ou de ces campagnes d'opinion, ce n'est plus un droit individuel aux convictions et pratiques cultuelles, mais c'est compris comme un droit à la représentation, à la reconnaissance publique de communautés ou de groupes religieux. Et le paradoxe, c'est que très souvent, ou assez souvent, ces groupes religieux ou ces communautés ne reconnaissent pas la liberté de conscience à leurs membres, mais on demande au nom de la liberté de conscience, confondue avec la liberté de religion, que ces convictions et pratiques soient reconnues ès-qualité dans le champ social et politique. Donc, il y a là un cadre politique à ce travail autour de la liberté de conscience. Face à la sécularisation des sociétés européennes, des communautés nouvelles, religieuses, des think tanks, des groupes pro-life ou néoconservateurs, des populistes, nationalistes et natalistes, qui souvent promeuvent l'antiféminisme, des opposants à l'IVG, à la contraception, très actifs, y compris au niveau de l'Union européenne, se dissimulent ou arguent de la liberté de conscience pour en faire le vecteur de leur campagne de formatage de l'opinion. Ils avancent masqués avec des arguments souvent très généraux. Mais qu'en est-il réellement de la liberté de conscience? Est-ce que celle qui est invoquée ici, correspond à la notion que l'histoire a construite et également la philosophie? Pourquoi s'agit-il d'une instrumentalisation? Ce principe, comme vous le savez, est né de la réforme protestante sur le terrain de la foi. Et il précède historiquement l'idéal laïque et le prépare. En France, il y a eu un rôle central du mouvement protestant libéral au XIXe siècle, Guizot, Buisson, Pécaud, Quinet, etc., etc. Plus largement, donc, ce principe de la liberté de conscience est né dans un contexte de contestation d'une autorité théocratique majoritaire. La conscience de l'individu est norme de sa conduite. Sa libre pensée est reconnue comme pouvant s'opposer à la norme sociale et politique, quelle qu'elle soit. C'est un principe libéral parti de la possibilité pour la raison individuelle, au départ, d'interpréter elle-même la Bible et de communiquer avec Dieu sans intermédiaire ecclésiastique ou prophétique. Il s'étend ultérieurement à toute la vie de la personne, la liberté de critiquer, de revendiquer le choix des valeurs et des attitudes fondamentales dans la vie sociale, de contester le pouvoir, de refuser la censure. Ceci participe donc de la préparation au principe de laïcité. Au nom de ce que Spinoza a invoqué, les institutions religieuses doivent désormais se consacrer à la vie spirituelle de leurs membres et donc ne pas se mêler de politique.
Au-delà encore, l'être de raison, autonome, autonomo, celui qui se donne à lui-même ses propres lois et normes à partir de la connaissance. Cette autonomie se fonde sur l'indépendance du jugement, sur le courage, sapere aude, le courage de savoir. La conscience a en français actuellement en philosophie deux acceptions, l'une psychologique qui ne nous intéresse pas ici, on s'interroge beaucoup, en particulier en relation avec l'intelligence artificielle, l'autre qui m'intéresse ici dans ce très bref exposé est morale, c'est la capacité qu'a l'esprit humain de porter des jugements normatifs en toute liberté. C'est un choix intérieur, un pouvoir sans entrave du jugement et de la réflexion, lié donc à la liberté de penser. Nous agissons librement quant à notre conduite parce que nous pensons librement du fait du libre examen intérieur. Nous avons ici une riche histoire, à la fois idéologique, politique, philosophique. Cette liberté de conscience a une très grande force. Elle nous amène aussi à réprouver les persécutions des hétérodoxes, qu'ils soient religieux, politiques, à faire usage du doute, de l'examen, de la confrontation des points de vue divergents, de personnes qui raisonnent. C'est la base de la citoyenneté républicaine et démocratique, qui suppose non le mouvement d'opinion, mais le libre choix dans l'urne en toute conscience. Justement, conscience. Il est donc tout à fait paradoxal de voir invoquer la clause de conscience, alors qu'il s'agit, par exemple, pour un bon nombre de médecins objecteurs d'un refus lié non à un raisonnement ou conviction personnelle, ce qui serait réfléchi, mais de la prudence parfois, du conformisme. Alors que la liberté de conscience est dans un tout autre registre. Alors, il faut noter, et je termine là-dessus, avant de conclure, la conscience n'est pas donnée à l'individu comme une conviction, une tradition, une appartenance. C'est une construction qui nécessite l'éducation, la culture, au sens plutôt de la Bildung, la formation du jugement réfléchi. Ici, les références plutôt Kant, Rawls, qui fournissent les bases philosophiques de cette position. Alors, comment, pourquoi l'utilisation de cette notion, lorsqu'on en examine un petit peu l'histoire, les soubassements philosophiques, il est assez évident que ce qu'invoquent de manière de toute façon très rhétorique et superficielle les groupes fondamentalistes correspond assez peu à la réalité théorique et historique de la liberté de conscience. Donc, il y a un certain dévoiement de cette notion, qui ont des conséquences sur le libre choix des femmes qui, elles, n'ont pas le droit à la santé et au libre choix du nombre de leurs enfants. Alors, ça fait partie de deux cadres généraux qui sont propres au mouvement néoconservateur. Alors, je vous renvoie, excusez-moi parce que je dois aller très vite, au chapitre 6 de mon livre chez Pocket sur les néoconservateurs. Il s'agit du principe de rétorsion. Donc, la liberté de conscience est utilisée par les groupes néoconservateurs comme un principe de rétorsion. Alors, qu'est-ce que la rétorsion ? En fait, en rhétorique, c'est le retournement d'un argument contre celui qui l'a émis. Là, il ne s'agit pas, dans le cadre de la propagande néoconservatrice, totalement de la même chose. C'est le fait d'utiliser des notions ou des symboles des adversaires à contrario de leur sens initial. Par exemple, les manifestants de la manif pour tous, ce jour de colère, le printemps français, entre autres, ont arboré des bonnets phrygiens, des Mariannes dans les cortèges. République et laïcité servent à exprimer non la liberté, mais la fermeture, nationalisme ou le confessionnalisme. La liberté de conscience est donc utilisée dans ce cadre de rétorsion, de même d'ailleurs que la notion qui mériterait aussi une analyse de désobéissance civile. Donc ça, c'est le premier cadre. La liberté de conscience fait partie d'un arsenal de concepts retournés. Oui. Dernier point, donc, cet usage de la liberté de conscience fait partie de la désinformation de masse par les réseaux sociaux, tel que l'analyse très bien David Colomb, si vous connaissez ses travaux. Les mouvements intégristes, les propagandistes d'ultra-droite surfent sur l'ère de la post-vérité, du storytelling, du message court, le discrédit des sciences historiques, des sciences tout court, du rationalisme, du jugement lentement élaboré à partir de sources certifiées et multiples, les confrontations argumentatives, tout cela est absent. Donc, il y a une mésinformation au travers de la
informations, des flux d'images chocs, fœtus jetés dans des poubelles, amènent des pseudo-jugements et des pseudo-consciences nés du choc émotionnel ou de sentiments irrationnels. Et donc, ils sont destinés tout à fait volontairement, parce que c'est très bien fait, et ils sont donc les vecteurs de propagande et de manipulation. Voilà, en un temps très bref, un petit parcours donc Oui. sur l'usage contemporain dans des mouvements qui sont assez spécifiques de la notion de liberté de conscience et une comparaison vraiment très rapide, pardonnez-moi, Oui, oui. avec la véritable Vous êtes définition toutes pardonnées. de la liberté de conscience. Je ne sais pas Merci. si j'ai utilisé Merci. mon temps, mais j'ai fait de mon mieux pour être brève. Merci Juliette Grange pour cet exposé sur l'instrumentalisation de la liberté de conscience et je crois qu'il y a beaucoup à dire et il y aura de très nombreuses réactions le moment venu. Je vais donc maintenant, après ces deux exposés très universitaires et très porteurs d'informations également et de perspectives, donner la parole à Mireille Ronet, qui est l'une des membres, une des chevilles ouvrières d'Égal, qui a les fonctions de délégué aux affaires européennes au sein d'Égal, qui a un parcours étranger très vaste. Vous avez l'intention de vous exposer un petit peu ce qu'est ce parcours en Afrique notamment. Elle a beaucoup agi dans différents organismes nationaux et internationaux. Elle a été 2 fois membre du Conseil économique et social et environnemental et l'un de ses derniers rapports porte sur de l'exode à la mobilisation des compétences dans le cadre d'un véritable co-développement en 2001. En tout cas, nanti de cette expérience internationale, tu nous as proposé, Mireille, d'analyser la liberté de conscience sous un angle original, migration et inclusion en Europe. Comment défendre la liberté de conscience? Selon toi, il s'agit de démontrer que derrière le mot inclusion se cache l'idée que c'est la société d'accueil qui doit s'adapter à la diversité, et ceci en organisant la liberté de conscience des migrants sans que la société d'accueil n'y voit rien à redire à son propre insu. Je te donne la parole. Merci. Est-ce qu'on m'entend? Mais je crois que oui, très bien, très bien. Tu as déjà tout dit. Donc, j'en ai pour 11 à 12 minutes, plutôt 11 minutes. Eh bien, c'est parfait. Vas-y. On ne peut parler de liberté de conscience sans donner un cadre précis d'analyse à cette notion. Aussi, ai-je choisi d'intervenir en contextualisant la liberté de conscience et en l'associant à 2 autres concepts que sont la migration et l'inclusion. Quelle est la place de la liberté de conscience dans ce contexte en Europe? Tout d'abord, et nous venons de le voir en détail, la liberté de conscience recouvre notamment le droit de croire ou de ne pas croire, la liberté de culte, le droit de changer de religion ou de conviction. Au-delà d'une disposition intérieure et mentale, cette liberté de conscience doit pouvoir se mettre en pratique. Elle nécessite la possibilité de penser librement. Elle présuppose la capacité de s'informer, de se poser des questions et d'utiliser son esprit critique avec discernement pour agir. L'objet de ma présentation est d'attirer l'attention sur les mots inclusion en matière de migration, car celui-ci m'apparaît comme s'opposant à la liberté de conscience. Pourquoi? Le mot inclusion est généralement utilisé dans un sens très positif en Europe. Il est lié au processus d'insertion sociale et d'intégration économique, culturelle et civique des personnes et groupes sociaux. En matière de migration, ce mot provenant du monde anglo-saxon vient de faire son apparition. A priori, rien de choquant, d'autant que ce mot apparaît dans de nombreux secteurs de notre vie quotidienne depuis déjà quelques années et dans plusieurs pays de l'Union européenne. Mon intervention et la démonstration que j'ai tenté de présenter va donc à contre-courant d'une tendance de plus en plus lourde sur le vieux continent et qui nous vient d'Amérique du Nord. L'idée d'inclusion qui s'oppose au mot exclusion invite les individus à modifier leur comportement vis-à-vis des minorités ayant des droits spécifiques comme les handicapés, les personnes âgées, les femmes, pour qu'elles se sentent incluses dans la société. Rien à remettre en question. Pourquoi se méfier? Jusqu'à un passé récent, il était demandé aux personnes migrantes de s'assimiler. Ce mot est devenu un mot tabou au fil du temps. Pourtant, assimiler, il y a le mot similaire
qui veut dire semblable et non pas identique. Mais sans doute le jeu n'a-t-il pas été joué suffisamment par la population accueillante et les nouveaux arrivants pour que cela soit un succès pour tous. Puis, le mot assimilation a été remplacé par un mot plus philosophiquement correct, le mot intégration. L'intégration s'effectue du point de vue individuel. Elle favorise la liberté individuelle, souvent la liberté de conscience et le libre arbitre. C'est un désir d'ouverture sur le pays d'accueil sans renoncer à sa propre culture. C'est la capacité à construire ensemble plutôt que de vivre côte à côte en s'ignorant. C'est idéalement un concept d'échange et de bienveillance mutuelle. Pourtant, il faut bien reconnaître qu'une intégration bien réussie est très proche du concept d'assimilation. Au contraire, l'inclusion ne semble pas requérir une adaptation quelconque du migrant. En français, le mot inclusion signifie état de quelque chose qui est inclus dans un tout, un ensemble. Ce terme vient du latin inclusio, du XIIe siècle, qui signifie emprisonnement. Après une longue absence d'usage, il est repris au XIXe siècle au sens d'insérer, c'est-à-dire de faire entrer un élément dans un ensemble. Le migrant serait donc inclus dans une société accueillante qui s'adapte à lui et non l'inverse. L'inclusion a pour objet de demander au système de s'adapter à chaque particularisme, dans le respect des différences, mais côte à côte, dans la même société, mais séparément. Ce modèle de société est-il un modèle auquel nous aspirons? Les mots ont un sens et un bagage culturel. Soyons vigilants quant à l'emploi de nouveaux termes dont nous ignorons parfois les implications. L'inclusion en matière d'immigration peut conduire au communautarisme. Les individus se regroupent par nationalité, religion, groupe ethnique, sans qu'il ne soit demandé à ces communautés de s'intégrer à la société du pays d'accueil. Avec l'inclusion, elles sont accueillies telles qu'elles sont, par respect de leurs identités. Or, bien que l'identité de chacun en tant qu'individu doit être respectée, les communautés ne sont pas reconnues dans la République, car elles peuvent conduire à instaurer un État dans l'État, fonctionnant avec ses propres règles, pas toujours en accord avec les lois de la République, pour ce qui concerne la France, par exemple. Dans un tel contexte, la laïcité, qui peut difficilement être séparée du principe de liberté de conscience, peut ne pas s'exercer partout. Autre exemple, le statut des femmes peut être inégal selon les communautés. En d'autres termes, cette situation conduit à une application inégale des droits et libertés selon les communautés. Lorsque les individus n'ont pas accès aux mêmes droits de la même manière partout sur le ou sur un territoire d'accueil et qu'ils sont dans une situation précaire, comment peut-on défendre l'égalité de traitement, exercer sa liberté individuelle, sa liberté de penser et finalement sa liberté de conscience? Quelle est la place de la liberté de conscience au Canada, qui, au nom de la philosophie de l'inclusion, accepte la présence des tribunaux islamiques qui ont pour fondement la charia, sauf dans la province du Québec, qui résiste? Quelle est la place de la liberté de conscience au sein des communautés où s'exerce encore le mariage forcé, coutume importée, comme c'est encore trop souvent le cas en Angleterre? Comment associer le principe de liberté de conscience, qui a déjà été largement défini ici, avec les coutumes néfastes, comme l'excision par exemple, qui règnent encore au sein de groupes repliés sur eux-mêmes, vivant en autarcie? En bénéficiant d'un statut dit inclusif, au nom du droit à la différence, nous en arrivons à la construction de ghettos. Quelle est la place de la liberté individuelle dans un contexte communautariste? Quelle est la place de la liberté de conscience face à la pression du groupe? Nous en arrivons à accepter des modes de vie où la liberté de conscience ne s'applique qu'à géométrie variable, voire à sens unique, selon les communautés, au nom de l'inclusion. En substance, le communautarisme s'inscrit dans une logique traditionnelle et non pas dans une logique moderne démocratique. L'idée du communautarisme efface l'individu. Le groupe prévaut sur l'individu. L'effacement de l'individu nie la liberté de conscience et sort en quelque sorte de la logique républicaine. Les deux notions sont donc parfaitement contradictoires. Et toute idéologie, comme la pratique de l'inclusion telle que conçue dans ce contexte précis européen, ne favorise pas la liberté de conscience.
Cela vous a été dit. Les institutions européennes organisent régulièrement des réunions de travail à haut niveau dans différents secteurs de réflexion sur des sujets présentant un intérêt pour l'Union et ses citoyens, notamment dans le cadre de l'article 17 que vous connaissez pour la plupart d'entre vous. Les thèmes sont variés. L'Erasmus des religions, et oui, le pacte vert, la liberté de conscience qui se transforme peu à peu en liberté de religion, et j'ai bien entendu ce qu'a dit notre secrétaire général tout à l'heure, qui montre que la liberté de conscience semble revenir à l'actualité. En mai dernier, nous avions à travailler sur le thème Integration and Inclusion. Il apparaît nettement qu'un glissement sémantique a été opéré. Le concept d'inclusion se banalise en matière d'immigration et nous fait prendre conscience que progressivement, les institutions européennes se laissent envahir sans résister par des conceptions philosophiques à caractère communautariste et anglo-saxonne. Vouloir rapprocher les mots intégration et inclusion est trompeur. L'inclusion est souvent le fruit de l'échec de l'intégration culturelle. C'est permettre aux migrants de rester enfermés dans leur culture. Cela diminue donc leur champ de liberté individuelle et leur ouverture à la société d'accueil. Cela favorise la méconnaissance de l'autre, le rejet de l'autre réciproque par méconnaissance. C'est contraire à l'esprit et à la lettre de la Charte des droits fondamentaux et amène à des comportements à caractère raciste qui font penser spontanément à une forme de ségrégation. Mon sentiment est que le mot inclusion d'origine anglo-saxonne, je le répète, est un mot qui mérite réflexion. Pour l'analyse que j'en ai faite, il est à relent communautariste et contraire à l'héritage culturel, religieux et humaniste de l'Europe, tel que décrit dans le traité européen. Pourtant, dans le cadre de l'article 17, le 5 mai 2021, lors de la présentation à la Commission européenne du plan d'action sur l'intégration et l'inclusion, Madame Papadia, chef d'unité adjoint responsable de l'inclusion en Europe, reconnaît que des inquiétudes ont été exprimées quant à la terminologie utilisée en ce qui concerne l'intégration et l'inclusion. Pour nous rassurer, Madame Papadia a souligné que l'inclusion est un terme plus large que l'intégration et met l'accent sur la dimension sociale et économique de la question. Néanmoins, le Action Plan, qui vise la promotion de l'inclusion pour tous, encourage les communautés à conserver leurs pratiques sociales et les invite à rester telles qu'elles sont. Il est également précisé que les différentes traditions religieuses doivent se sentir bienvenues et acceptées en l'état. Mais n'assiste-t-on pas là à une idéologie de l'inclusion? L'inclusion constamment évoquée n'est-elle pas employée parfois de manière dévoyée ou abusive, telle que l'évoque le chercheur Brigitte Bouquet? En effet, nous venons d'assister aux récentes recommandations de Madame Helena Dalli, commissaire européen à l'égalité, qui nous dit, au nom de l'inclusion, elle aussi, quels sont les prénoms à éviter, les fêtes à célébrer, les termes à employer pour éviter les messieurs, madame, et j'en passe. Les mots représentent des idées. Pour changer les comportements, il faut choisir les bons mots. L'inclusion, c'est le constat de l'échec de l'intégration. Il faudrait donc éviter son emploi en matière de migration et mettre en lumière le mot intégration, mot bien plus prometteur et consensuel pour le bonheur de tous sur les plans économiques, social et culturels. La mise en œuvre concrète de la liberté de conscience est une condition essentielle de la réussite de l'intégration individuelle et collective des populations migrantes. Sont concernées aussi bien celles déjà présentes que celles qui arriveront au sein du continent européen. La liberté de conscience est à la croisée des chemins de plusieurs activités sociales, comme l'école ou le milieu professionnel. La liberté de conscience permet une pensée émancipatrice et libératrice sous réserve que l'Union européenne résiste à tout ce qui ne vient pas d'elle-même. Seule la liberté de conscience va permettre l'exercice citoyen de la responsabilité individuelle au sein de la société d'accueil comme au sein de la société d'origine. Je vous remercie. Merci Mireille pour cet exposé également extrêmement riche qui devrait entraîner des réactions, mais comme j'ai très peu de temps pour les présentations de chacun d'entre vous, je vais tenter de trouver Anne Salzer à l'écran. Je ne la vois pas pour l'instant, mais elle va arriver sans aucun doute. Je vais la présenter. Elle est là? Oui.
Anne Salzer? Je suis là, je suis là. Ah, alors, écoutez, nous en sommes très heureux et nous partageons ce bonheur. Vous êtes avocate au barreau de Paris depuis le 25 octobre 1995, si j'ai bien lu, et vous avez créé votre cabinet en 2002. Alors, vous voyez, j'ai bien lu les notices qui m'ont été présentées. Je sais que vous êtes très investi dans plusieurs associations de la profession. Vous avez notamment participé à Paris Barreau Solidarité. Vous intéressez aussi bien à la laïcité, à la neutralité en entreprise qu'aux droits des femmes. Ce sont des sujets, en effet, qui nous interpellent. Vous avez été membre, et vous êtes peut-être encore membre du Conseil national des barreaux de France. Non, plus bien. En tout cas, vous avez fait un passage, vous avez été membre et vous êtes, je pense, toujours membre de la LICRA et secrétaire général du think tank Allons Enfants. J'ai lu tout ça sur les notices qui m'ont été données. Le cadre de votre intervention sur la liberté de conscience se focalisera sur le plan juridique et judiciaire et en développera les notions et évolutions jurisprudentielles. En tant qu'avocate, pouvez-vous nous indiquer si les règles de droit liées à la liberté de conscience fonctionnent efficacement et protègent ceux qui résident sur notre territoire? Et subsidiairement, peut-on apporter des améliorations à l'état de droit existant? À toi la parole, à vous la parole. Merci beaucoup. Une petite correction, je n'ai pas été membre du Conseil national des barreaux, j'ai participé à beaucoup de travaux à son intention. Par ailleurs, je suis aujourd'hui membre d'EGAL et j'ai effectivement participé pendant plusieurs années à l'association LICRA que j'ai quittée en 2015. Et justement, je me suis beaucoup intéressée à la notion de la laïcité et finalement, j'ai dû basculer sur la notion de la liberté de conscience à une échelle européenne. Et c'est pour ça que dans la présentation, je voulais vous évoquer l'échelle des normes et des QPC, des questions prioritaires de constitutionnalité qui ont été à chaque fois posées, à la fois en France, mais qui ensuite étaient posées à la Cour européenne des droits de l'homme. Et comme vous le savez, c'est un organisme bicéphale, donc au niveau jurisprudentiel aussi, on a deux cours, puisqu'il y a la Cour européenne des droits de l'homme, mais aussi la Cour de justice de l'Union européenne. Et je vais vous évoquer l'évolution de la jurisprudence et la réflexion qu'a eue l'Union européenne à l'aune de cet article 9 de la CEDH, que je ne vous relirai pas, que vous connaissez tous par cœur, avec ces deux postulats, ces deux paragraphes, et surtout le paragraphe 2 qui concerne la liberté de manifester sa religion ou ses convictions et qui ne peut faire l'objet d'aucune restriction. Et c'est sur ce postulat-là qu'on a dû aborder sur la liberté de conscience une notion au niveau européen, mais aussi au niveau français, puisque la France, à travers son article 1 de la loi de 1905, que rappelait tout à l'heure le président du Sénat, mais aussi l'article 1 de notre Constitution sur le socle d'une république laïque, mais ensuite les décisions du Conseil constitutionnel en 1977 qui rappelaient bien le principe d'une liberté de conscience rattaché à l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme, en plus de l'article 9 de la CEDH. On a donc vu que cette liberté de pensée, de conscience et de religion revêtait à la fois une dimension religieuse lorsqu'il s'agit d'auditer les lois de la République, sachant que l'État a l'obligation de garantir la liberté de conscience, celle de manifester son appartenance religieuse lorsque des lois visent à restreindre l'exercice du culte, mais aussi, et c'est important, une dimension laïque lorsqu'il s'agit d'auditer l'application de la laïcité au sein de corps professionnels, du service public ou du privé. Donc, cette articulation autour de la laïcité est à la fois faite en référence au texte, mais aussi à l'aune de contextes multiples. Et nous voyons apparaître sur ce schéma contextuel en France, d'abord des décisions du Conseil d'État en 2011 sur l'articulation de la loi de 1905
et des aides de collectivités lorsqu'elles soutiennent un culte tout en poursuivant un intérêt local public. Plus récemment, la loi du 24 août 2021, dite la loi confortant le respect des principes de la République, permettant aux collectivités de garantir les emprunts contractés pour financer des travaux de construction ou de rénovation des lieux de culte, mais aussi le fait de devoir, pour une association cultuelle, et là on a vu que ça a abreuvé beaucoup de commentaires, le fait pour une association cultuelle de se déclarer en préfecture tous les 5 ans, et enfin, un rappel du Conseil d'État le 18 mai 2020 dernier, sur une ordonnance au moment du confinement, à l'équilibre que nous devons avoir entre la liberté de conscience et l'exercice du culte avec l'objectif d'une valeur constitutionnelle de protection de santé. En l'espèce, on demandait à ce que les lieux de culte puissent réouvrir avec une régulation à l'aune de la nécessité d'une protection de la santé. Donc, vous voyez, cette articulation telle qu'elle a été pensée en France, elle a été aussi très fortement illustrée par la jurisprudence européenne. Alors, je ferai court puisque je suis la dernière intervenante et comme le disait Martine, nous voulons échanger avec vous et répondre à vos questions. Mais j'évoquerai dans un premier temps que l'article 9 de la CEDH conserve une perspective individualiste, ce qui veut dire que cet article peut entrer en conflit avec d'autres droits reconnus par la Convention, comme la liberté d'expression, le droit à l'instruction ou la liberté d'enseignement. Le premier arrêt qui a figé un peu les choses sur la perspective individualiste de la liberté de conscience dans une société démocratique, c'est l'arrêt Kokkinakis de 1993, qui est venu évoquer la problématique de la liberté de conscience individuelle pour une personne qui revendiquait ses tendances témoins de Jéhovah dans une société qui réfutait cette croyance. Eh bien, la CEDH est venue sanctionner l'État grec qui avait condamné M. Kokkinakis en relevant, 1, la notion de fort interne et 2, la liberté de conscience et donc l'absence de restrictions nationales. Donc, on voit manier à partir de cet arrêt Kokkinakis de 1993, avec en plus une forte réflexion du juge Petiti à l'époque, on voit une absence de consensus européen sur la nature religieuse s'installer au fur et à mesure avec différents arrêts, notamment un arrêt Kalak contre la Turquie en 1997, ou voire même un arrêt Kosteski contre l'ex-république yougoslave de Macédoine en 2006 sur cette manière d'articuler l'article 9 et de motiver son inspiration sur la liberté de conscience par rapport à une religion ou une conviction. Et par exemple, sur l'arrêt Kosteski de 2006, la CEDH avait considéré que tenter pour cette personne qui avait décidé d'attraire en justice l'ex-république yougoslave de Macédoine, le fait de tenter de justifier une absence au travail par la célébration d'une fête religieuse musulmane était une possibilité d'invocation par rapport à son fort l'application individualiste de cette liberté de conscience. Donc l'Europe s'est voulue à travers la CEDH pendant très longtemps protectrice sur la liberté de croire ou de ne pas croire, mais avec une version assez rigide et extrêmement individualiste de la liberté de conscience. Donc, il n'est pas loisible aux autorités étatiques de s'immiscer dans la liberté de conscience d'une personne en s'enquérant de ses convictions religieuses ou en l'obligeant à les manifester. C'est ce que dit l'arrêt Alexandridis contre la Grèce en 2008, en faisant référence à la liberté de conscience qui donc indique un véritable enjeu, une réalité en jeu.
Donc, l'Europe a aussi jaugé les restrictions religieuses en rappelant les conditions de légalité des restrictions à l'exercice de la liberté, en recherchant toujours le but et la nécessité, c'est-à-dire jauger la protection des droits et des libertés d'autrui qui constitue le motif le plus souvent pris en considération par la Cour, ce qui est parfaitement cohérent avec l'accent mis sur l'exigence de pluralisme et la mission que celle-ci confère à l'État d'organiser une coexistence pacifique des diverses convictions. On le verra en France avec l'arrêt Sas de 2014, qui, après avoir rappelé que l'énumération des exceptions à la liberté de chacun de manifester sa religion ou ses convictions qui figurent dans le second paragraphe de l'article 9 est exhaustif et que la définition de ces exceptions est restrictive, indique que l'affaire soumise à la Cour, celle portant sur l'interdiction de dissimulation intégrale du visage dans l'espace public, appelle par exception à un examen approfondi quant au but légitime visé. Et quand le gouvernement évoquait la sécurité publique, en l'espèce donc sur cet arrêt Sas, la CEDH a répondu par la nécessité, effectivement, d'identifier les individus afin de prévenir les commissions d'infraction et de lutter contre la fraude identitaire, ce qui était pour la Cour un objectif qu'elle a considéré pertinent, au moins partiellement. Était également mentionné dans cet arrêt le respect du socle minimal des valeurs d'une société démocratique et ouverte, but dont la Cour relève qu'il ne figure pas dans l'énumération de l'article 9 du paragraphe 2. Et le premier aspect de cette question examinée par la Cour est celui du respect de l'égalité des sexes. Elle récuse toutefois, la Cour, cet argument s'agissant des femmes qui, telle la requérante, revendiquent le port du voile intégral dans le cadre du droit que protège l'article 9 en refusant d'admettre qu'il y ait lieu de protéger des individus contre l'exercice de leurs propres droits et libertés fondamentales. Donc, la CEDH considère que la défense de la dignité ne peut légitimement motiver l'interdiction générale du port du voile intégral dans l'espace public avant d'indiquer, et je dis bien que c'est la CEDH, nettement sa désapprobation d'une démarche qui utiliserait la dignité pour stigmatiser ce qui est dans l'autre apparemment dérangeant. En revanche, elle accepte de regarder la sauvegarde du vivre ensemble, donc la Cour l'évoque en 2014, mise en avant par le gouvernement comme pouvant se rattacher au but légitime que constitue la protection des droits et libertés d'autrui. Donc, en l'espèce, elle concède que la construction d'un espace de sociabilité puisse passer par la possibilité pour chacun de voir le visage des personnes qui se trouvent dans l'espace public. Donc, vous voyez qu'elle jauge au fur et à mesure une forme de particularité nationale. La conclusion est évidemment l'impossibilité pour la Cour d'imposer une approche européenne uniforme qu'elle-même définirait à l'aune d'une solution en fonction du contexte national. Et la réglementation adoptée peut varier en fonction d'un pays à l'autre, en fonction des traditions nationales et des exigences imposées par la protection des droits et libertés d'autrui et le maintien de l'ordre public. Au fur et à mesure, nous voyons apparaître une reconnaissance de la neutralité de l'État. Et pour faire court à mon intervention et vous permettre de répondre à certaines de nos interventions par des questions, j'en arriverai à vous évoquer une évolution progressive de la jurisprudence européenne sur la thématique du voile, à la fois au regard de la CEDH, mais aussi au regard de la CJCE qui a abondé dans une version un peu plus économique à des sanctions un peu plus sévères vis-à-vis des entreprises. Donc, c'est finalement une avancée qui est apparue en 2013 pour la CEDH. Donc, c'est un tournant, le 15 décembre 2013, avec 4 arrêts sur la balance entre la liberté religieuse du salarié, je dis bien la CEDH, et le principe de non-discrimination. Donc, la CEDH est bien venue rappeler la liberté de conscience dans son fort intérieur, mais aussi rappeler un principe de neutralité qui se doit d'être appliqué avec des conditions drastiques. Donc, elle dira que l'infirmière ne peut porter la croix pour des raisons d'impératif sanitaire et de sécurité du patient, mais que par contre, l'hôtesse de l'air pourra porter son voile
certes discret, mais surtout à l'aune d'un règlement intérieur qui aura été autorisé par son entreprise. En l'espèce, c'était British Airways, autorisant le port du signe religieux. Donc, il y a eu ce tournant progressif de la CEDH qui est venu se coupler avec un tournant aussi des jurisprudences de la justice de l'Union européenne qui a jugé plus fermement le cadre de la neutralité au nom d'un esprit, on va dire, plus économique et donc plus libéral sur la notion de la neutralité en entreprise. Donc, nous avons deux jurisprudences. Une première, celle de 2017 sur les affaires Bougueni et Ashbita, qui rappellera qu'effectivement, il n'y a pas de place au choix subjectif et discrétionnaire, mais que dans l'esprit d'objectivité, l'interdiction générale applicable à tous les salariés du port de signes visibles de conviction politique, philosophique ou religieuse ne constitue pas une discrimination directe. Donc, il y a un droit de la neutralité à la condition d'une interdiction normative et générale. On voit apparaître donc ce règlement intérieur que nous avions déjà, nous, dans la loi de 2016, et une discrimination indirectement justifiée. Et cette notion-là, qu'on voit apparaître en 2017, nous la verrons progressivement aussi apparaître dans les jurisprudences françaises, notamment par les arrêts Micropole de 2017, mais aussi un arrêt plus récent du 14 avril 2021, où la Cour de cassation rappelle l'intérêt du règlement intérieur qui doit être bien rédigé pour pouvoir obérer, entre guillemets, la liberté de conscience individuelle du salarié, et surtout deux arrêts de la CJCE qui vient affiner finalement et un petit peu retoquer la Cour de cassation française qui se voulait encore un tout petit peu résistante. Et je n'aborderai pas ici toute l'expérience de l'affaire Babylou, mais deux arrêts du 15 juillet 2021, donc très récents, qui nous disent, de la CJUE, la volonté de poursuivre une politique de neutralité, donc un objectif légitime si le besoin est véritable pour l'entreprise, en évoquant la notion de prévention des conflits sociaux, de la présentation à ses clients, la présentation de ses clients ou aux usagers de la salariée, et l'examen du caractère approprié d'une différence de traitement objectif en fonction des dispositions nationales protégeant la liberté de religion qui peuvent être prises en compte. Donc, on voit l'évolution de la jurisprudence qui se veut, tout en affinant l'alinéa 2 de l'article 9, qui se voit de plus en plus contingentant sur ces décisions de justice. Et je n'aborde pas là, et peut-être on en parlera une autre fois, la liberté de conscience et les serments juratoires. Je vous remercie. Merci infiniment, Anne, pour cette passionnante intervention. Maintenant, je voudrais demander, avec l'accord de Martine, qui joue les grands régulateurs dans cette affaire, est-ce qu'on a encore une dizaine de minutes, 10 à 15 minutes, pour éventuellement organiser la parole ou pas? Oui, bien sûr, on a 10 minutes pour organiser la parole, mais il ne faudra pas les dépasser malheureusement. Bon, ben on va tenter d'être strict, on va tenter. Voilà, merci Martine. Monsieur Laurent Zecpa demande la parole. Oui, très bien. Bonsoir, voilà, je vous rejoins tardivement, mais j'ai écouté quand même quelques interventions et j'aurais souhaité réagir, rebondir par rapport à l'intervention de Mireille, inclusion, intégration, réagir par rapport à cette notion de liberté de conscience individuelle, alors que moi, je connais la liberté de conscience absolue, parce que je suis dans une société qui tend vers l'universalisme. Quand on parle de cette laïcité, on pense à une république universelle. Et je crois que c'est là que les Européens se sont fourvoyés, parce que d'origine béninoise, cette laïcité n'est pas connue, mais il y avait quand même le vivre ensemble entre musulmans, catholiques, protestants, et sans problème. Et là, on a l'impression que
l'Europe n'a pas pris du tout la mesure de ses valeurs, liberté, égalité, fraternité. C'est le socle qui fait qu'on est français, on est européen. Liberté, égalité, fraternité. Or, toutes les populations étrangères qui arrivent sur le territoire français et qui arrivent avec leur culture, effectivement, lorsqu'on parlait d'intégration, moi, je peux en parler. Je suis un enfant réussi de l'intégration par le biais de mon père et je n'en souffre pas. Et le mot assimilation ne me gênait pas. Mais à un moment donné, ce mot a été dévoyé très vite. On est passé à l'intégration parce que nos têtes pensantes ont trouvé que c'était insultant et quelques africanistes de l'autre côté disaient oui, c'était méprisant, etc. Pourriez-vous Mais éventuellement moi, poser votre question? Question arrive à ce niveau. Et ma question est à Mireille et ma question est à la dernière intervenante. À l'allure où vont les choses, est-ce que nous sommes obligés de dévoyer nos lois qui nous protègent pour se protéger contre le monstre qui est l'intégrisme islamique? Moi, je le nomme. Moi, mon ennemi aujourd'hui dans la République, c'est l'intégrisme musulman. Qui veut répondre? Mireille? Oui, je veux bien répondre. Ce que j'ai tenté d'exprimer, c'est exactement le résumé, Bernard, que tu en as fait. J'ai attiré l'attention sur le fait que la liberté de conscience était en danger chaque fois que la société d'accueil se plie à la diversité plutôt que ce soit le contraire. C'est l'analyse que j'en ai faite. Et notre ami Laurent parle des musulmans. Moi, dernièrement, j'aurais pu parler d'exemples à caractère évangéliste qui adoptent des attitudes comparables et qui ne permet pas de laisser s'épanouir dans des groupes fermés ce qu'on appelle la capacité de réfléchir par soi-même, d'avoir l'esprit critique, avoir une certaine libération de son esprit qui est caractérisée par ce qu'on appelle la liberté de conscience. Alors, la liberté de conscience ou la liberté absolue de conscience, sincèrement, je ne vais pas aller dans ce détail-là. C'est pas le sujet. On n'a pas le temps. Oui, merci de me donner la parole. La question que je voulais poser à M. Avon est très simple parce que j'ai écouté avec grand intérêt son intervention, mais il n'a pas parlé, en parlant des pays musulmans, il n'a pas parlé de la Turquie, qui est le seul pays musulman qui a voté, qui a inscrit la laïcité dans sa constitution en 1937. Je voulais savoir s'il avait eu l'occasion de visiter la Turquie et ce qu'il en pensait, malgré le président Erdogan actuel qui voudrait changer les choses. Pour l'instant, la laïcité est inscrite dans la Constitution. Merci beaucoup. Dominique Avon. Oui, bonjour. Votre question est importante. Alors, le problème ici, c'est que nous avons un terme et un sens qui est différent. Le contenu de la laïcité turque n'est pas le même que le contenu de la laïcité française. Je vais vous donner un exemple très simple. Le Bureau central des cultes, qui en France est le chaînon qui fait le lien entre les cultes et l'État, le gouvernement, c'est une poignée de fonctionnaires. En Turquie, c'est 150 000 fonctionnaires. 150 000 ministres qui sont liés au culte. Le deuxième élément, vous voyez, et qui sont payés par l'État, plus des écoles, plus un enseignement religieux obligatoire, plus... Donc, vous avez une conception de la laïcité qui est complètement différente de la conception française. Et elle l'est depuis l'origine de la République turque pour deux raisons. La première, c'est que du fait de la guerre gréco-turque et des déplacements de population qui ont suivi la guerre gréco-turque entre 1919 et 1922, il y a eu une définition de la nationalité turque qui a été liée à l'islam, et précisément à l'islam sunnite. Ce qui fait que depuis 1922, être turc, c'est d'abord et avant tout être musulman sunnite. Même s'il existe officiellement des citoyens arméniens, des citoyens grecs orthodoxes, des citoyens juifs, et des citoyens qui sont alévis, c'est-à-dire musulmans alévis. En fait, les seuls qui ont une véritable voix au chapitre, ce sont les Turcs sunnites. Donc ça, c'est un premier point. Et le deuxième point, c'est que lorsque Atatürk établit la laïcité, il en fait une subordination de la religion aux politiques.
et non pas un principe de séparation. Voilà, j'espère avoir apporté quelques éléments. Oui, Monsieur Avon a vécu en Égypte, si j'ai bien compris. Moi, je suis d'origine égyptienne copte, et il y a énormément d'évolutions dans ce pays aujourd'hui, enfin, depuis qu'il y a le gouvernement actuel. Je voudrais demander à Monsieur Avon, vous avez certainement entendu le président demander à l'Azhar, qui est le Vatican de l'islam sunnite, de faire une révolution religieuse, lui-même étant le premier président égyptien à mettre les pieds dans les cathédrales et à encourager les chrétiens à prendre leur place dans la société. Comment vous voyez l'évolution en Égypte même, puisque vous la connaissez, et puis comment vous voyez le rôle que devrait prendre Al-Azhar pour vraiment le respect de la liberté religieuse et de la liberté de conscience? Merci. Dominique Avon. Très rapidement, l'Égypte du maréchal Sissi est un régime autoritaire. Donc, il faut penser à ce cadre-là. C'est un régime très autoritaire. Deuxième point, Sissi, en décembre 2014, a effectivement demandé à Al-Azhar, donc cette institution religieuse qui forme les cadres sunnites, de procéder à un tajdid al-ritab dini, c'est-à-dire une réforme, un renouvellement du discours religieux. Au bout de quelques années, le constat est le suivant. Il y a très peu d'avancées de ce point de vue-là, et en janvier 2020, il y a eu un congrès financé par l'État, au cours duquel le président de l'Université du Caire a été confronté au grand imam Ahmed el-Tayeb, et le grand imam Ahmed el-Tayeb a répondu à ce président de l'Université du Caire, écoutez, nous n'avons pas besoin de ce que vous nous demandez de faire, c'est-à-dire de rénover le discours religieux comme vous voulez le faire. Nous savons très bien ce que nous pouvons changer et ce que nous ne pouvons pas changer. Or, sur le plan de la liberté de conscience, il n'est pas question de bouger. Sur le plan de l'égalité et des droits entre hommes et femmes, il n'est pas question de bouger. Donc, le grand imam actuel ne veut pas modifier les règles religieuses. Ça, c'est un point très important. Du point de vue de l'État, il y a eu des changements, et notamment pour les Coptes, avec en particulier la légalisation d'un certain nombre de lieux de culte chrétiens qui avaient été édifiés et qui étaient considérés comme illégaux. Donc ça, c'est une loi importante qui a été apportée. Voilà.